Laurent est né en 1974. 74, c'est important. Scolairement, tout va bien, il a fait un tour du côté de l'ESCP, tu rentres chez McKinsey, mais quelque part, c'est par défaut que tu as intégré une grande école de commerce, parce que tu n'étais pas très bon pour devenir le meilleur astrophysicien, deuxièmement, le meilleur pianiste, malgré tes mains, et troisièmement, joueur de foot professionnel, c'est ça? C'est par défaut? Oui, exactement. Tu as cité les 3 ambitions que j'ai eues dans la vie, celle que j'avais jusqu'à 12 ans, d'être astrophysicien, parce que j'adorais les sciences et l'espace, ensuite celle d'être pianiste, et ensuite celle d'être footballeur, et j'étais pas assez bon dans aucun de ces 3 domaines. Donc, Tu jouais quel poste au foot? Avant-centre, je joue toujours. Tu continues à jouer? Ouais, tout à fait. Et alors après, donc ça a été une première partie de ta vie. Puis la deuxième, tu es devenu entrepreneur un peu par hasard, parce que tu cherchais un stage. Et là, ton nom de famille t'a pas forcément aidé. Et comme tu ne trouvais pas de stage, tu dis, je vais créer ma boîte. C'est ça, j'étais à Subdeco Paris en 2e année en majeure finance. Et normalement, on travaille en banque. C'était en 1997, c'est l'année où mon père était en prison. Et donc, le non-tapis dans les banques, c'était très compliqué. Donc, ne recevant aucune demande de stage, mon école m'a dit, si on n'a pas un stage de votre part, on ne peut pas valider votre année. Donc je commençais à me gratter la tête en me demandant comment j'allais faire. Et un copain m'a proposé de monter une boîte dans le foot, de faire des tournois de foot. Et je suis retourné voir l'école en demandant, est-ce que je peux être stagiaire de mon entreprise? Et ils m'ont dit oui. Donc j'ai rempli une convention de stage en tant qu'employeur et stagiaire. Et après, donc cette boîte, tu l'as revendue, Laurent? Non, celle-là, je ne l'ai pas revendue. Elle a eu 3 ans d'activité qui ont très bien marché, parce que je suis un fan de voitures et je me suis offert ma première 911 Turbo grâce à ces tournois. De 1982. Exact, une ancienne de 1982 qui a une très très bonne mémoire, qui était préparée pour faire du circuit. Ouais, j'ai lu le bouquin de Ségolène. Je faisais beaucoup de circuits. Et ça m'a mis le pied à l'étrier, parce que c'est vrai que cette expérience réussie m'a donné envie ensuite d'entreprendre de manière plus générale. Alors 2004, quelque part tu te dis tiens, il y a les paris en ligne, c'est pas encore officiel en France, mais il y a un truc à faire, je file à Malte, d'où le teint à lait, je crée la boîte et en 2009 tu vas la revendre. Dans la vie, le feeling, le bon timing, c'est vachement important. Le timing, c'est clé dans les affaires. D'ailleurs, c'est pas clé que dans les affaires, c'est clé dans la vie, hein. Tout se joue sur quelques moments. Et ça faisait déjà 6 ans que je faisais du pari sportif à titre perso. Je gagnais plus d'argent par mes paris que par McKinsey encore. Et pourtant, tu étais bien payé, non? Oui, mais le pari sportif me rapportait encore plus. Et donc, c'était devenu une sorte de passion. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire un site de paris sportif destiné aux Français? Le faire à Malte, puisque c'était interdit en France. Et j'avais dit à mes investisseurs, vous verrez que dans les 5 ans, la France ouvrira le marché, parce que le monopole de la Française des Jeux est illégal au regard du droit européen, et que les amendes européennes sont de plus en plus élevées. Donc, il y a un moment, ils préféreront ouvrir le marché que de payer des amendes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et comme je l'avais annoncé à mes investisseurs, quand on a eu cette annonce de l'ouverture du marché, 2 jours après, on avait 3 offres de rachat. Et alors après, donc, tu vas continuer à créer ou à racheter des boîtes? Tu préfères créer ou tu préfères racheter? Je préfère créer, mais j'ai fait plus d'argent dans le rachat. J'ai compris pourquoi mon père était devenu en 7 ans une des 10 plus grosses fortunes françaises en ne faisant que ça. Parce que c'est vrai que quand on reprend une boîte qui a déjà des actifs, des équipes, du chiffre d'affaires, mais qui va mal et qu'on fait qu'elle va bien, la création de valeur est beaucoup plus rapide. Quand on crée une start-up de zéro, il faut beaucoup d'années pour que ça vaille beaucoup d'argent. C'est pas un hasard. Alors tout à l'heure, donc on va reparler avec Laurent de cette maison Delage, avec une super vidéo aussi, notamment. Mais alors un petit mot, Louis Delage, il avait 1 siècle de moins que toi. Oui, on est né à 100 ans d'écart. C'est ça? Exactement, ouais. C'est un de ces hasards. Depuis que j'ai repris cette société, je vois plein de petits signes comme ça, amusants, dont celui-là. On a 100 ans d'écart entre Louis Delage, qui a fondé Delage, et moi qui l'ai refondé en 2019. Alors raconte-nous quand même la marque, elle a été créée en 1905, elle s'est arrêtée en 1953. Oui, en fait, les Français, on a tous oublié, mais on était, jusqu'en 1953, les meilleurs au monde sur les voitures de luxe. On avait Delage, Delahaye, Bugatti, Talbot Lago, Hispano Suiza, toutes ces marques étaient sublimes, et on était les leaders mondiaux de la voiture de luxe. Comme il n'y avait pas assez d'acier pour tout le monde, ils ont dit on va mettre une taxe sur les voitures de luxe, et on a tué notre propre industrie de la voiture de luxe. En un an, toutes les marques que j'ai citées ont déposé le bilan, et on est resté avec Peugeot, Renault, Citroën pendant 60 ans, pendant que les Italiens faisaient Ferrari, Maserati, Lamborghini, les Anglais faisaient Jaguar, Rolls-Royce, Aston Martin, les Allemands faisaient Porsche, Mercedes, BMW, et nous on avait Renault, Peugeot, Citroën. Aujourd'hui, donc, petit peu d'ironie dans tes propos, mais c'est pas faux. Alors, pas faux, encore une fois, donc, la société, elle existe aujourd'hui. Tu produis en France, Monsieur Laurent. Voilà. Ouais. Où ça? À Manicourt. À Manicourt, symbolique avec notamment le circuit de Formule 1 et Pierre Bergova d'ailleurs. Tout à fait. Exactement. Et alors aujourd'hui, le positionnement, on va être dans l'ultra-luxe, on va être dans quoi? Oui, on est vraiment dans l'ultra-luxe. On fait des voitures à 2 millions d'euros hors taxe, hors option. Donc on est dans cette catégorie qu'on appelle les hypercars, des voitures à plusieurs millions d'euros, qui est un marché qui a été créé
par Volkswagen avec le rachat de Bugatti. Et aujourd'hui, il y a quelques opérateurs, on n'est pas nombreux. Il y a Bugatti, il y a Delage, il y a il y a Pagani, Koenigsegg. Voilà, il y a une petite poignée d'opérateurs. Mais c'est le segment automobile le plus en croissance au monde, même si c'est une toute petite niche, parce qu'il y a de plus en plus de super riches dans le monde. Ouais. Et ces super riches achètent des voitures qui montrent qu'ils sont super riches. Ta clientèle potentielle, c'est 800 plus 28 000, c'est ça? C'est ça, il y a 800 milliardaires dans le monde, il y a 9000 centimillionnaires, les gens qui ont plus de 100 millions de patrimoine. C'est toi, Pierrot. Et ouais. La quasi-totalité des acheteurs d'hypercars sont dans cette niche-là. Bon, après, il y a quelques gens passionnés qui, même sans être centimillionnaires, peuvent acheter une hypercar. Mais enfin, l'essentiel du marché, c'est ça. Et là, l'idée, c'est d'en produire combien? Alors, le premier modèle, on a annoncé qu'on n'en ferait que 30. On en a déjà vendu une petite, un peu moins de 10, mais pas très loin. Et le deuxième modèle, on en fera 99. 99. Oui, parce que je veux que Delage reste toujours sous 100 voitures. Il n'y aura jamais 100 voitures Delage d'un même modèle. C'est pensé tout ça. Hein? Oui. Bon. La rareté est un élément essentiel. Alors aujourd'hui, dans ton capital, tu as plein de gens qui peuvent l'acheter, qui ont plein de sous. Oui. Et la bonne nouvelle pour nous, les pauvres, c'est qu'on va pouvoir quand même investir chez Delage grâce à toi, parce que tu ouvres le capital, tu as fait une première levée, alors qui sont les actionnaires de référence, parce qu'ils sont quand même très connus. Et puis là, maintenant, tu t'attaques à des gens comme nous, des normaux. Oui. C'est ça, parce qu'en fait, les 3 premières années, c'est long, hein, les cycles automobiles. Je prends l'exemple de Bugatti, qui a été repris, la marque a été reprise en 98 par Volkswagen, et la première voiture livrée, c'était 2006, donc il a fallu 8 ans, ce qui est normal quand on part d'une feuille blanche. Nous, on a fait ça en 7 ans, puisque j'ai commencé le projet en septembre 2018, et j'ai livré mon premier client en décembre 2025, il y a 2 mois. C'était qui le premier client? Un Américain. Collectionneur américain. Son prénom, c'est pas Donald? Non, c'est pas Donald. Bon, d'accord. Il avait d'autres choses à faire, je pense, Donald. Donc, il faut beaucoup de temps, mais le jeu en vaut la chandelle parce que derrière, vous créez vraiment beaucoup de valeur. Et puis en plus, c'est une passion. Je suis hyper fier et heureux de faire revivre un fleuron du patrimoine français parce que Delage, c'était la plus belle marque qu'on ait jamais eue en France avec Bugatti. La plus récompensée au monde dans les concours d'élégance, championne du monde des constructeurs en Grand Prix avant que ça s'appelle la Formule 1. Donc, c'était magnifique. Donc les premières années, j'ai financé ça moi-même grâce à l'argent que j'avais fait dans mes sociétés précédentes, les 3 premières années. Et depuis 4 ans, je fais des levées de fonds. J'en ai fait une il y a 4 ans, j'en ai fait une deuxième il y a 2 ans, au triple de la valo d'il y a 4 ans. J'en ai fait une autre maintenant, que je viens de finir, au double de la valo d'il y a 2 ans. Donc et toujours avec 0 chiffre d'affaires, ça? Tu doubles la valo? Non, du chiffre d'affaires, puisque maintenant on commence à livrer les clients, on a du chiffre d'affaires. Donc voilà, on a fait x6 en 4 ans de la valorisation, donc les premiers actionnaires sont contents. Et mon objectif, je ne referai pas x6, mais c'est de faire à peu près x3 sur les 4 prochaines, en particulier avec le lancement du deuxième modèle, que j'ai annoncé au Mondial de Paris en 2024. Actionnaires initiaux, Laurent, Xavier Niel, Xavier Niel, François Pinault et d'autres milliardaires moins connus du grand public, mais tout aussi milliardaires. Et là, par exemple, si on a 5 000 ou 10 000 euros, est-ce qu'on peut investir chez toi? Oui, en fait, ce tour de table-là, c'est la seule fois que je le ferai. Je veux l'ouvrir au public à partir de 1 000 euros. J'ai décidé ça parce que j'étais un peu frustré d'une chose. Je suis très content d'avoir à mon capital des Niel, des Pinault, etc. Ça donne de la crédibilité. Ils ont suivi les augmentations de capital, donc c'est parfait. Mais il faut être honnête, ils se désintéressent du projet. Et je ne peux pas leur en vouloir. Un jour, j'ai dit à Xavier Niel, il faut que je te voie 1 heure pour parler de Delage. Il m'a dit, je suis dans 1000 sociétés. Si je donne 1 heure à chaque CEO, ça fait 1000 heures. J'ai plus le temps de bosser pour Free. Bon, et je le comprends. Donc, c'est pas de Xavier Niel que je peux attendre une proposition ou une idée pour faire croître Delage. Donc, ce tour de table, je le fais parce que je veux attirer des profils de gens qui seront plus passionnés, qui seront un peu des ambassadeurs. Je te donne un exemple. J'ai quelqu'un qui m'a mis un beau ticket, là, pour le coup, un ticket près de 100 000, qui est l'ancien directeur général de Valeo, qui est parti en retraite et qui me dit... C'est pas Thierry Morin? Non. La montée industrielle, c'est mon métier. Le jour où vous ferez non plus 3-4 voitures par an, mais 30 ou 50 voitures par an, cette montée industrielle-là, je sais le faire. Je vais la rajouter, quoi. Voilà, exactement. Donc ça m'intéresse de faire entrer des profils comme ça qui ont chacun leur parcours, qui vont vraiment aider le projet, quoi. Et qui peuvent avoir des idées, aider le projet, en parler, être force de proposition. Donc là, on a fait cette petite levée de fonds, on a commencé en septembre. Je l'avais budgété sur 3 millions d'euros. J'en suis à 4 et je vais la laisser ouverte jusqu'à 5. Après 5, je la ferme et on fera des gros tickets plus classiques avec des familles office, des fonds d'investissement, etc. Donc, appel au peuple, hein, si vous voulez suivre cette belle aventure franco-française de l'âge, n'hésitez pas, 1 000 euros, c'est rien par rapport aux cotisations du One Business. Alors, et pour terminer, avant de reprendre tout à l'heure avec les vidéos, toi demain, racheter l'OM, refaire un tapis bis. C'est impossible.
Mais pourquoi c'est impossible? Parce qu'il faut des moyens qui n'ont plus rien à voir avec l'époque de mon Tu père. refais une levée, là, non, non? Ouais, là, ça va être une levée sur beaucoup plus de temps, alors avec beaucoup plus de monde. Non, aujourd'hui, le ticket d'entrée dans le football, si vous avez les ambitions qu'avait mon père, parce que mon père, il en a fait le champion d'Europe, si vous voulez être champion d'Europe, vous voyez ce qu'a investi le PSG, on est à plus d'1 milliard d'euros cumulés. Donc, si vous n'avez pas 1 milliard d'euros, vous ne pouvez pas considérer que vous allez être champion d'Europe. Donc, c'est un ticket d'entrée qui est inaccessible, même pour des Français. Ouais. C'est un État, hein, c'est le Qatar qui finance le PSG quand même. Donc, même un Bernard Arnault ou un François Pinault? Si Bernard Arnault, s'il le voulait, il pourrait. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'il le veuille. C'est bien le Paris FC. Hein. C'est super d'avoir un deuxième club. Et il a aidé son fils. Et son fils est un vrai passionné de foot. C'est un copain, je le connais très bien. Après, de là à ce qu'il investisse 1 milliard et qu'il en fasse un concurrent du PSG, c'est pas ce qu'il a annoncé. Hein. Ouais. Voilà. Et le fait de virer l'entraîneur là de l'OM, c'est une bonne idée ou pas? Oui, c'est une très bonne idée. C'est une bonne idée quoi. Ouais. Puis mettre un espèce de mec à louper tout à Rennes, c'est bien aussi. Moi, j'adorerais que ce soit Bey. Ouais. Donc t'es content? Si c'est Bey, c'est pas fait encore. Non. Mais si c'est Bey, je serais très content. Ouais. Allez, on l'applaudit chaleureusement. Merci beaucoup Laurent, merci, bravo. On se retrouve tout à l'heure. Il voulait être pianiste, il n'a pas réussi. Les mains sont trop grandes. Il voulait également être joueur de foot. Il est bon en numéro 9, mais etc. Et puis surtout, tu n'as pas réussi à être astrophysicien. C'est beau ça quand même. Hein. Ouais. J'étais un fan d'Hubert Reeves et je voulais devenir comme lui quand j'avais 11 ans, 12 ans, mais ça ne s'est pas fait. La vie, elle a fait. J'étais bon en maths, mais pas assez bon. Allez, le SCP, alors maintenant, là, c'est l'aventure de l'âge. Donc tu nous racontes, là, c'est pareil, en 35 ans de club, on n'a jamais projeté des slides. Mais pour toi, parce qu'on t'adore, on va les regarder. Oui, donc je vais partager un peu cette résurrection de ce joyau français qui était Delage. Donc pour vous montrer un peu une chronologie. Donc Delage était la marque la plus titrée en palmarès sportif français derrière Bugatti et était plus titrée que Bugatti en concours d'élégance. Vous voyez les voitures qui sont affichées là. C'est le seul constructeur avec Bugatti qui était champion du monde des constructeurs avant que ça s'appelle la F1. Et en concours d'élégance, ça a été la marque la plus récompensée au monde. Vous voyez cette voiture par exemple, c'est vraiment une œuvre d'art. C'est probablement la plus belle de l'âge. Elle a été surnommée la reine des concours tellement elle en a gagné dans l'histoire. On a encore des fan clubs 70 ans après sa disparition et vous voyez en vote aux enchères les plus belles de l'âge sont vendues pour 1 million, 2 millions, 3 millions. Ça reste des voitures de collectionneurs absolument exceptionnelles. Je l'ai refondé en 2019, donc moi je suis complètement fou de voitures. À 20 ans, j'ai gagné un concours de pilotage qui était organisé par Porsche et dont le premier prix était de conduire une F1. Donc vous me voyez à mes 20 ans dans une Formule 1. Et ce souvenir m'a hanté toute ma vie parce qu'une F1 c'est beaucoup plus rapide que tout ce qui se conduit et j'ai conduit beaucoup de voitures rapides mais c'est vraiment notre monde et donc quand j'ai décidé de me lancer dans ce projet, j'ai ce souvenir qui est revenu de la F1 et j'ai décidé de faire une F1 de route. Donc la Delage D12, notre première hypercar, c'est ce qu'il y a de plus proche pour rouler sur la route d'une F1. Bon, ça raconte un peu mon parcours, mais il n'y a pas trop besoin. On l'a déjà vu tout à l'heure. Exactement. Mon équipe, je suis très fier de ça, a 16 titres de champion du monde FIA. Même chez Ferrari ou Mercedes aujourd'hui, vous n'avez pas en activité 16 titres. Mon directeur technique en a 2 en FIA Touring. Mon directeur châssis suspension en a 7 en F1. Mon pilote, c'est un champion du monde de F1, c'est Jacques Villeneuve. Et mon directeur moteur, j'ai pas le droit de dire son nom parce qu'il est encore dans un team de F1, mais il a 6 titres. Et comment son prénom, ses premières lettres? Sa première lettre. Un peu comme Accenture tout à l'heure. Je te dis rien du tout. Bon. Non, je te dirai pas. Il bosse dans un team qui a eu 6 titres de champion du monde avec un moteur. Ah bah tu vois, tu peux cafeter, c'est bien. Qui ne faisait que des moteurs et qui a changé de nom. D'accord. Qui est français. Oui. Voilà. Donc. Oui. S'il y a qu'on pas compris quand même. Bon, voilà. Voilà la première voiture donc Delage, donc la Delage D12, qui a été élue plus belle voiture du monde en 2020. Donc c'est vraiment une F1 de route, c'est un peu un mélange entre un avion de chasse, une F1 et quelque chose de futuriste. Donc on a toute la technologie qu'on a en F1, une monocoque en carbone, les suspensions contractives de la F1, il y a 1000 chevaux pour 1350 kg. Donc inutile de vous dire que c'est beaucoup plus rapide que tout ce que vous pouvez trouver sur la route. On l'a présenté en 2019 en Californie, donc on a fait un show à la française parce que les États-Unis c'est le premier marché au monde pour les hypercars et au sein des États-Unis, la Californie est l'État qui en achète le plus. Donc on a signé un accord de distribution avec un des plus gros dealers de Californie qui s'appelle Newport Beach Automotive Group. Et en 2019, on a présenté le concept car. Ce n'était pas une voiture roulante, c'était une maquette, mais pour tester un peu l'appétence des clients. Et ça a très bien fonctionné puisqu'ils m'ont dit dans la foulée qu'ils avaient 5 clients très intéressés d'en acheter une et quelques mois après, ils m'en ont commandé 2 pour les États-Unis.
Ensuite, on l'a présenté à Monaco, devant son Altesse Sérénissime Albert II. Il en a acheté ou pas? Non, lui, il n'en a pas acheté, mais on a un client français, le premier client français qui était présent au dîner, avec qui on est resté en contact et qui a commandé une voiture. Il a commandé la numéro 30, il voudra la dernière produite. Donc ça, c'était à Monaco. Ensuite, on l'a présenté aux États-Unis, à Pebble Beach, qui est le concours d'élégance le plus célèbre au monde, le plus select, où là, on a eu un client qui était très intéressé, mais il voulait voir une vraie voiture, pas une maquette. Donc l'année d'après, on a fabriqué la vraie voiture, celle qui roule, le prototype qu'on a présenté en Angleterre au Goodwood Festival of Speed. On a fait un très beau run. Ensuite, on a fait des présentations clients à Annecy. Là, j'ai mis ce slide, j'aime bien parce qu'il y a un client qui possède une Bugatti Chiron et qui a écrit sur son compte Instagram: je n'ai jamais rien senti de ma vie de semblable, jamais. Les sensations que vous recevez, la puissance, bienvenue au niveau au-dessus. Sincèrement, sérieusement, le niveau au-dessus. Tu l'as payé combien, le monsieur pour... 0. Il a vraiment dit son ressenti. Donc ça nous a fait très plaisir. La voiture est innovante, on a un moteur électrique innovant dedans, donc c'est une hybride, il y a un V12 qui est couplé à un moteur électrique, et ce moteur électrique, on l'a développé en bas voltage. C'est une innovation qui nous a valu le label Pôle Véhicule du Futur. Donc on est plus green vis-à-vis des autorités françaises qu'une Tesla ou qu'une Prius. Rappelle, Laurent, que tu produis en France, hein, pour ceux qui n'étaient pas là. Absolument, on produit à Manicourt. Dans la technopole de Manicourt, on a aussi d'autres technologies. Bon, je passe rapidement là-dessus. On a développé un brevet sur de l'aérodynamisme. Ensuite, on a décidé de retourner en compétition pour faire un peu de la publicité à la marque. Donc, on s'est associé avec une équipe qui appartient à l'un de mes actionnaires, qui s'appelle Idexport, l'équipe. Et on a fait l'équipe de l'âge. Lafargue. Exactement. Ah, il est très bien, fidèle du club aussi. Bravo. Ouais. Et donc, on a fait l'équipe Garçon de l'âge formidable. Idexport, un mec génial. On a fait tourner les deux voitures au Paul Ricard. Là, je ne sais pas si tu reconnais, c'est Yannick Dalmas, 5 fois vainqueur au Mans, qui a conduit la D12 et qui était scié parce qu'elle était à moins de 2 secondes de la voiture de course. Et là, on va au Mans pour la première fois en 70 ans pour de l'âge et on fait pole position. Pole position LMP2. Bon, en course, malheureusement, on a explosé un pneu à 3 heures de la fin, donc on finit 6e, sinon on jouait pour la gagne. Mais déjà d'avoir fait la pole position 24 heures du Mans, la première fois qu'on revient, c'était exceptionnel. Bon, ensuite, on a développé notre réseau de distribution. Là, par exemple, c'était au Salon du Qatar, où j'avais présenté 3 de l'âge des 12 avec des anciennes voitures. Donc on a signé un accord de distribution là-bas. Les couleurs sont marquantes. Voilà, on a fait le drapeau français. On était le seul constructeur français au Salon de Doha. On s'est diversifié dans l'immobilier, donc on a 2 projets immobiliers qui sont déjà signés. Un en Chine pour faire un village du luxe à la française sur l'île de Hainan. C'est un projet sous la marque de l'âge. Sous la marque de l'âge. C'est un projet à 1 milliard d'euros qui nous a été grandement facilité par Jean-Pierre Raffarin, qui est très bien introduit là-bas et qui nous a beaucoup aidé. Et on a signé ce projet en grande partie grâce au partenariat qu'on a. C'est le seul projet immobilier au monde dans ce cas, avec LVMH, Kering et Richemont. On est le seul à avoir les 3 leaders mondiaux du luxe qui sont partenaires. Et là, t'es en licence de marque ou t'es quoi? Là, je vais être en licence de marque, ouais. Je vais être en licence de marque. Que des royalties, la vie est belle. Exactement. Voilà. Donc voilà, ça c'est la cérémonie de signature sur l'île de Hainan, puisqu'ils ont choisi l'île de Hainan pour faire ce projet. Vous voyez Jean-Pierre Raffarin derrière moi d'ailleurs, et avec les petits livrets rouges. On a signé un MOU en Arabie Saoudite pour faire la même chose. Bon, ça sera plus long, parce que l'Arabie Saoudite, c'est très compliqué. Et on a signé avec des investisseurs français de créer une série de villas sous la marque de l'âge à Miami. Voilà la première qui a été dessinée par Stark. C'est une villa qu'on va construire et dans le but de la vendre à 80 millions de dollars. C'est le prix qu'on a fixé pour la villa. Toi, tu fais rien pas cher, en fait. Hein. Non, rien pas cher. Le pas cher est interdit avec la marque de l'âge. Voilà, et enfin, en octobre 2024, au Salon de Paris, on a annoncé qu'on mettait en chantier notre 2e modèle. Donc c'est ça l'objet de ma levée de fonds aujourd'hui. C'est qu'on doit développer pendant les 3 prochaines années le 2e modèle de l'âge, qui va s'appeler la Torpille 100A. Pourquoi? Parce que quand je l'ai annoncé au Salon de Paris en octobre 2024, nous étions exactement 100 ans après le record du monde de vitesse sur route établi par Delage. En 1924, avec une voiture qui s'appelait la Torpille. Donc j'ai trouvé que c'était un bel hommage de recréer 100 ans après la Torpille, 100e anniversaire, avec le même objectif de battre le record du monde de vitesse sur route. Qui est de combien? Qui est actuellement de 490 km/h par Bugatti. Hey. Et nous, on a signé avec Michelin, ce qui est l'accord le plus important depuis l'histoire du nouveau de l'âge. On a un accord avec Michelin pour co-développer la voiture et son pneu pour passer 500 à l'heure.
Mais t'as encore des points sur ton permis ou... Non, moi non. Non, Moi j'ai perdu 4 fois l'intégralité de mes points. C'est étonnant, c'est étonnant. Et je n'ai plus de permis, ni français, ni belge, ni américain. Faut trouver des grands-mères, des arrière-grands-mères. Ouais. Non, je ne conduis plus, tout simplement. Je ne conduis plus que sur circuit parce que c'est mieux pour moi. Voilà. En 2025, on a créé puis ouvert la manufacture. Donc on est entré en production des premières voitures clients. C'est à Manicourt. Il y a eu un très très beau reportage sur nous dans Turbo, qui est sur notre site internet, pour que ceux que ça intéresse puissent avoir une bonne idée de où on en est. Je vous conseille de regarder ce reportage. Il était magnifique. Il y avait Jacques Villeneuve qui conduisait la D12 sur piste, ensuite les animateurs qui l'ont conduite sur route. Dominique Chapat était là non, c'était pas Dominique Chapat, c'était Cyril et Étienne. Et puis il y avait Tony Parker, qui est un de nos clients, qui était dans l'usine pour configurer sa voiture. Très chic. Ouais. Il a pris une Speedster blanc perle. À combien celle-là? Avec les options? Avec les options, elle est à 2,3 millions. Oh, ça va. Ouais. Et voilà, notre but, c'est de créer un nouveau modèle tous les 3 ans. Donc on a des plans qui sont déjà fixés. On a déjà le design des 2 prochaines voitures. Et là, donc, on lève l'argent pour la prochaine. On a dans notre capital plusieurs milliardaires, François Pinault, Xavier Niel, Georges Cohen, la famille Carmignac. On a la 7e fortune d'Afrique. Enfin, on a vraiment du très très beau monde. Voilà, l'histoire continue. Et donc, on précise quand même juste avant sur le capital, que pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure pour t'écouter, que tu vas rouvrir le capital. Voilà, là on ouvre pour la seule des fois. gens qui ne sont pas forcément milliardaires. Exactement, pour la seule fois, on ouvre le capital à du grand public, on va dire, parce que ça m'ennuie qu'une belle histoire comme ça ne soit entre les mains que de 20 milliardaires. Je voudrais qu'il y ait des passionnés, des gens que ça intéresse vraiment, qui soient aussi avec nous au capital. Des gens qui peuvent apporter au projet aussi, Laurent. Exactement, donc c'est entre 1000 et 500 000 euros les tickets. 1000 à 500 000 euros, voilà, ça va. De 1000 à 500 000. On voulait lever 3 millions comme ça, on en est à 4. Et du coup, j'ai voté de l'augmentation de capital jusqu'à 5. Quand on sera à 5, je la fermerai. Et là, on passera au gros ticket avec des fonds d'investissement ou des family office, plus des particuliers. Voilà. Et donc, pour ceux qui ça intéresse, ils me font un email, laurentapie@gmail.com, facile, laurentapie@gmail.com. Et selon la taille de leur ticket, je les orienterai soit vers une plateforme qui est dédiée à ça, soit avec moi si c'est des tickets au-dessus de 50 000. Ah, au-dessus de 50 000, d'accord. Ouais, toi, tu parles à personne à moins de 50. C'est ça. Non, mais c'est très bien. De toute façon, il faut organiser les choses. Bah oui, parce que tu vois, on a plein de gens qui ont mis des tickets à 1000 ou 2000. Si moi je dois parler à tous ceux qui mettent des tickets à 1000 ou 2000, je m'en sors pas. Qu'est-ce qu'il disait, Xavier Niel, qui avait 1000 participations? Exactement, qu'il n'avait pas 1 heure à me consacrer. Voilà. Ouais. Allez, on applaudit chaleureusement Laurent Tapie. Merci Laurent, bravo. Longue vie à Delage.